Eh ben, on va prendre quelques questions, si vous en avez. Merci beaucoup à nouveau pour vos deux exposés, Benoît et Sophie. Donc je vais me promener, voilà. Allez-y. Oui. Il y a une application du nucléaire dont vous n'avez pas parlé, qui est finalement qui est civile, mais un peu particulière puisqu'elle se fait en extérieur, qui était, à ma connaissance, l'utilisation du nucléaire pour faire des travaux publics, et donc avec notamment aux États-Unis, mais surtout en Russie, dans lequel du coup on faisait exploser des petites bombes nucléaires pour je sais pas comment, creuser des tunnels ou des choses comme ça. Est-ce que du coup vous avez un peu étudié cette application-là, et surtout pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce qu'il y a eu des débats particuliers, des raisons particulières pour lesquelles justement cette application nucléaire spécifique s'est arrêtée et pas d'autres? Merci. J'ai pas de réponse. Benoît? Pardon, je vais être frustrant et cohérent. C'est-à-dire, je vous ai embêtés tous avec la question de la recherche indépendante. Ce qui distingue la recherche indépendante des autres, c'est que quand on n'a pas fait le travail de manière précise et avec une capacité à apporter une preuve suffisante, on va vous dire « je ne sais pas ». Donc, j'ai des intuitions sur la réponse possible à votre question, mais c'est une des questions sur lesquelles je n'ai pas fait le travail qui permettrait d'y répondre. Et je n'ai pas connaissance non plus de travail qui y répondent précisément. Moi, je ne savais carrément pas qu'il y avait d'utilisation. Merci. C'est une question qui s'adresse à Sophie pour la deuxième présentation. J'ai un peu tiqué sur la notion d'homme standard, et je me demandais si c'était être humain standard ou vraiment homme-homme. Et notamment parce que, ce qu'on sait dans la recherche médicale ou les crash tests pour les voitures qui sont toujours faits sur des hommes, et du coup qui ne prennent pas en compte les différences physique, biologique avec les femmes. Et donc je me demandais si c'était toujours un homme standard. Alors, dans le rapport suivant, visiblement, il y a des enfants aussi qui sont pris en compte. Mais voilà, je me demandais dans quelle mesure tous ces seuils qui étaient calculés dans les rapports prenaient en compte d'autres variétés, d'autres facteurs comme l'âge, voilà. Merci, c'est une très bonne question. Là, faudra que je revienne à la version anglaise. En fait, je pense que c'est human et pas homme, effectivement. Mais du coup, vous pointez le doigt sur le fait qu'il faut que je sois vigilant dans la traduction. Et l'autre, ce que j'ai mentionné, l'enfant qui mange des carottes et qui passe sa journée dans l'herbe, c'est pas un rapport en fait là, mais c'est vraiment des scénarios qui sont des histoires qui constituent la base de calcul. Mais là, alors je ne sais pas jusqu'à quel... mais c'est une très bonne question, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas jusqu'à quel point on descend dans l'individualisation des personnes, en fait. Là, dans le rapport Brookhaven, l'individualisation, elle est plus sur un travailleur ou une travailleuse, disons, en extérieur ou en intérieur. Voilà, sur des conditions d'existence, on va dire. Mais par ailleurs, cette question de l'homme standard, moi j'avais un projet de livre que j'ai caressé pendant très longtemps sur toutes les disciplines où il y a des hommes standards comme ça, que ce soit en architecture, etc. Les humains génériques, là, c'est vraiment une question qui est super importante. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur la question de l'individualisation? Bien sûr. Ok. Alors, je voulais faire ça à une autre échelle par rapport à ce que Sophie vous a dit sur l'incident qu'on appelle l'incident du Lucky Dragon du 1er mars 1954, donc ce tonnier japonais qui a été affecté par un essai thermonucléaire américain. Ce qui est intéressant là-dedans, comme justement histoire de perte de contrôle, puisque l'impact de l'essai est disproportionné par rapport à ce qui était prévu, nous ramène à
la question de l'individualisation sous l'angle de l'individualisation de Hiroshima comme point mémoriel, par opposition au couple Hiroshima et Nagasaki. Et justement, en relisant le travail de Sophie là, dans Critique, il y a une focalisation sur Hiroshima. C'est-à-dire, on parle systématiquement d'Hiroshima comme le premier événement, l'événement singulier. Mais par rapport à ce qu'on disait tous les deux sur la construction du récit du contrôle parfait, je voulais juste faire observer que la focalisation sur Hiroshima comme événement unique aide à la construction du récit du contrôle, parce que le raid sur Hiroshima s'est passé comme prévu, alors que le raid sur Nagasaki ne s'est pas du tout passé comme prévu. Nagasaki n'était pas la cible prévue, l'impact a eu lieu à plus d'un kilomètre de la cible prévue d'origine était Kokura. Donc, choisir de raconter l'histoire avec comme point de référence du premier événement Hiroshima seul rend possible le récit du contrôle parfait. Si on inclut Nagasaki dans ce récit des origines, le récit du contrôle parfait devient immédiatement beaucoup plus problématique. Et après, on a justement d'autres épisodes comme celui que Sophie pointait, Lucky Dragon et tout un tas d'autres. Donc c'est juste pour vraiment ramener à cette question de la limite du contrôle comme déjà là dès le début, et qui doit être écartée par une individualisation de Hiroshima comme récit des origines. Oui, j'ai été surpris par la concomitance de ce rapport de 1957 avec quand même les deux premiers accidents nucléaires civils qui sont pas assez connus, celui de Kishtim en septembre 57 et celui de Windscale en octobre 57. Donc on tombe exactement dans cette période de préparation de rapport et dans le vote du Congrès américain. Donc est-ce que c'était des choses connues, ou est-ce que c'est juste une concomitance accidentelle? Et est-ce que ça a été intégré après, sachant que ces deux accidents de Kishtim et de Windscale sont occultés? On le voit bien dans la mémoire, puisque quand on interroge les gens, la plupart des personnes ont l'impression qu'il n'y a eu que deux accidents nucléaires graves, celui de Tchernobyl et celui de Fukushima, alors qu'il y en a eu d'autres avant, peut-être un peu moins graves, mais quand même d'une forte gravité. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors ça c'est un travail que j'aimerais continuer à poursuivre en fait, c'est-à-dire que j'aimerais continuer à le poursuivre alors que je ne suis pas historienne moi-même, donc je n'ai pas tous les outils à disposition pour savoir comment, là je vous ai donné quelques éléments pour raconter comment faire la suite de l'histoire, c'est-à-dire comment ce rapport-là a continué à être diffusé, comment il a été repris, etc. Mais j'imagine qu'il faudrait un vrai travail d'historienne, pour tracer en fait ces réaccommodements, ces notes de bas de page, etc. En fonction de... Là, je pense que la sortie du rapport est exactement concomitante, effectivement, avec c'est bien tombé, que ce soit pas 58. Voilà. Mais du coup, je ne sais pas à quel moment ces incidents-là ont été réintégrés. Effectivement, comme vous le dites, c'est des accidents qui ont été largement invisibilisés. Ça, c'est aussi le travail de Kate Brown, le dossier qu'elle a réouvert après Tchernobyl, qui montre à quel point, en fait, alors elle le dit très explicitement, Tchernobyl est l'arbre qui cache la forêt, ce qui est un peu, du coup, ce qui est encore une idée très sympa. Voilà, et que ça a été explicitement, mais là, Benoît, probablement que tu as plus d'éléments que moi, même pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique qui a, en fait... utiliser une politique à l'international qui a finalement utilisé l'accident de Tchernobyl pour le mettre en avant, ce qui permettait internationalement, collectivement, de mettre en retrait un certain nombre d'autres choses. Et là, c'est comme ce que tu dis de Hiroshima et Nagasaki, c'est vraiment des points de saillance qu'on va construire pour une histoire générale des accidents nucléaires, qu'on ne peut pas ignorer, mais pour lesquels on choisit de canaliser l'attention sur tel endroit ou tel endroit. Benoît ? Alors oui,
Donc je réponds à l'invitation très directement. À ma connaissance, les travaux les mieux sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur la mobilisation du précédent Tchernobyl pour défendre notamment des mesures particulières de régulation de l'industrie nucléaire ou des mesures de sûreté nucléaire particulière, ces deux travaux, c'est la thèse de Karena Kalmbach et les travaux de Valérie Arnold, ARN-HOLD, dont deux papiers là, qui ont été publiés en open access dans Cold War History et dans Social Forces, qui sont vraiment sur ça, sur la mobilisation du référent de Tchernobyl et aussi du contraste Tchernobyl-Fukushima pour mettre en avant la possibilité de ce qu'elle appelle la normalisation de l'accident par les régulateurs de l'industrie nucléaire. Je peux tout à fait envoyer des références par email à qui que ce soit qui est intéressé. Que je ne vois d'ailleurs plus. Bonjour, moi j'avais une question pour Benoît Pelopida. J'ai bien compris à un moment où vous évoquiez le fait que la totalité de l'industrie nucléaire pourrait démanteler en 10 ans, d'après des études physiques. Et j'étais surpris de ce chiffre quand on voit que la première centrale nucléaire allemande, son démantèlement a commencé il y a 30 ans et n'est toujours pas fini. Alors est-ce que vous pouvez bien me confirmer que j'ai compris l'information ? Merci monsieur de me forcer à clarifier la chose. Oui, oui, moi ce dont je vous parle, c'est le démantèlement des systèmes d'armes, hein. Pas du tout le démantèlement des centrales existantes. Et c'est appuyé sur des travaux faits par des collègues physiciens de Princeton, notamment Zia Meehan et Maurice Kutt. Et pour le coup, vu que je vous ai dit tout un tas d'abominations, il y a peut-être une chose, un ordre de grandeur à garder en tête, c'est que dans les années, jusqu'à la fin des années 80 jusqu'en 86-87, on avait 70 000 têtes nucléaires sur la planète. Aujourd'hui, on n'en a plus que 12 000. Donc, c'est encore une fois, hein, c'est très, très au-delà de ce qui est nécessaire pour mettre fin à la vie sur la planète. Mais ça veut dire que en une décennie, on a démantelé déjà plus que ce qu'il nous reste. Et donc, les 10 ans, le chiffre que je vous ai donné, c'est un chiffre pour le démantèlement de l'arsenal, pas pour le démantèlement des centrales. Merci de votre question. Bonjour, merci beaucoup pour vos exposés. J'ai une question. Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que ça marche? On entend? Non. On pourra répéter alors. Donc ma question est simple, c'est par rapport à cette recherche indépendante que vous développez depuis quelques années, est-ce qu'il y a un dialogue possible avec, disons, les acteurs de la recherche moins indépendants et aussi avec les gouvernements, ou est-ce que là le dialogue ne passe pas du tout par rapport à vos résultats? Benoît, tu n'as pas entendu? C'était une question qui t'était directement... La question était sur la possibilité d'un dialogue, mais j'ai pas saisi qui étaient censés être les acteurs du dialogue. L'État, je dirais, les représentants de l'État, des agences gouvernementales, est-ce qu'elles se sont saisies de ton travail? Je sais qu'on en a discuté hier soir. Et la recherche moins indépendante, donc je ne sais pas exactement à laquelle tu fais référence, mais est-ce qu'elle s'est saisie, je ne sais pas où parler, mais je ne sais pas quel est le micro qui fonctionne, est-ce qu'elle s'est saisie de ton travail? Ah oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, pardon, mais... Donc merci de votre question. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est... que depuis 5-6 ans, et ça c'est détaillé encore une fois hein, dans des publications, depuis 5-6 ans, vous avez des éléments qui relèvent de la communication para-institutionnelle qui sont créés et donc qui publient dans des collections non évaluées par les pairs,
financé en partie par le CEA DAM, et qui existe à l'École normale supérieure, par exemple. Il y a un programme qui est fondé par un diplomate qui n'a pas de formation de chercheur et qui est là pour en fait produire du discours qui reprend les catégories du discours officiel, donc dissuasion, non-prolifération, tout ça, qui ne permet pas de faire l'évaluation que nous avons faite, et qui se mobilise essentiellement pour dire que le travail qui a été fait est scandaleux et n'aurait pas dû être fait. C'est-à-dire, on s'est fait injurier dans la presse, et je parle au pluriel parce que c'est vrai pour les membres de l'équipe, mais si vous voulez, ce qui est intéressant pour moi du point de vue de la production de connaissances, et ça, vous pouvez lire l'échange, ça a été publié dans l'Opinion, donc ils ont répondu dans la presse suite à une publication scientifique, ce qui déjà vous dit quelque chose. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est que la réponse à un argument appuyé sur une analyse technique et des archives sur la crédibilité de la première génération de la force de frappe, la réponse c'était vos résultats sont faux parce que les archives françaises nous disent que les dirigeants voulaient que ça marche. C'est-à-dire, on considère que l'intention du dirigeant est preuve suffisante de l'effet, ce qui est une faute méthodologique élémentaire. Donc, on a affaire à des espèces de résistance comme ça, qui en fait ne relèvent pas du débat académique normal. Nous, on serait plein de reconnaissance si un travail était fait pour prouver qu'on s'est trompé ou qu'il y a plus à faire, tout ça irait tout à fait bien. Mais en fait, ce à quoi on a affaire, c'est simplement du barrage qui dit sur l'arsenal nucléaire français, une recherche qui n'est pas de la communication institutionnelle n'a pas droit de citer. Donc ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'était de dire, de toute façon, elle ne trouvera rien. Donc ce deuxième argument n'a plus lieu, puisque depuis 6 ans, avec une équipe de 6 à 7 personnes, on a trouvé tout ce que je vous ai déjà dit. Donc ça prouve qu'en fait, si on l'avait fait avant, on aurait trouvé ces résultats-là. Donc il n'y a plus de bonnes raisons de ne pas continuer à le faire. Donc comme il n'y a plus de bonnes raisons de ne pas continuer à le faire, bah, il faut simplement faire du bruit. Et donc c'est essentiellement à ça qu'on a affaire. Mais la bonne nouvelle, et là je m'adresse à tous ceux qui sont dans la salle, c'est qu'il reste beaucoup de travail à faire et qu'en fait, contrairement à ce que moi je craignais, on arrive à trouver des choses. Du coup, moi, ma question, c'était plutôt sur les rapports qu'il y a eu, dont vous avez expliqué, par exemple, pour celui du rapport de 1957. Est-ce que vous avez, à votre connaissance, d'autres rapports qui ont existé, par exemple, d'agences internationales liées à l'ONU? Je ne sais plus le nom, désolé. Alors, là, je me sens un peu démunie parce qu'effectivement, je me suis intéressée, je suis tombée sur ces 2 rapports, mais Benoît doit en connaître plein. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans effectivement les agences internationales qui gèrent les questions de radioprotection. Et moi, je me suis intéressée à ces 2 rapports-là, de 57 et 58, celui produit par les États-Unis et celui produit par l'OMS. Parce qu'ils étaient très directement liés. Enfin, il y avait une liaison qui, pour moi, je trouvais très troublante avec la situation qui m'intéressait et qui est celle pour laquelle je me suis efforcée à décrire, etc., qui concernait Fukushima. Mais il y en a probablement beaucoup d'autres. Ce qui me marque, si vous voulez, et là aussi, je pense que comme Benoît, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que ces rapports-là sont très connus. Ça fait partie du b.a.-ba des gens qui travaillent sur le nucléaire civil. Voilà. Donc ces rapports-là sont cités systématiquement. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire vraiment un travail Enfin, je pense qu'il faut mettre en scène cette langue pour pas passer à côté de ce qui s'y dit, de ce qui s'y trame, de ce qui s'y invisibilise, de ce qui s'y fabrique vraiment. Et c'est pas une grande trouvaille. Je pense qu'on pourrait faire ce travail-là sur tout type de rapport
officielle peut-être. Mais là, concernant le nucléaire, il y a ce trouble aussi qui vient de... Il y a cette confiance qui est fabriquée, qui est outrancièrement fabriquée à cette époque-là, dès cette époque-là, et voilà, qui se retrouve dans les archives qu'ont étudié Benoît et ses collègues, et beaucoup plus tard, etc. Et c'est une confiance qui est fabriquée déjà très fort à ces endroits-là. Et du coup, voilà, pour moi, les ressorts, là, c'est presque de la littérature, en fait. Il faut arriver à rentrer dans cette langue-là et à la surjouer, la surligner pour en montrer les effets, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un travail que j'aimerais bien poursuivre, encore une fois. Qui est une certaine manière, en fait, d'entrer dans les documents historiques, si vous voulez. Là, ce que j'ai fait, c'est pas de l'analyse, vous avez vu. Je fais pas de l'analyse de documents historiques. Mais c'est de prendre presque comme un texte littéraire dont on va étudier les ressorts dramatiques, la dramaturgie, quoi. Voilà. Parce que ça a des effets, c'est pas juste que c'est fun à faire, c'est que ça a des effets très concrets après sur tous les systèmes décisionnaires, en fait. Hein. Donc ça, je trouve ça fort, quoi. Moi, quand je l'ai réalisé, j'ai trouvé ça très fort. Si je peux me permettre d'intervenir sur cette question de rapport, il y a l'accord entre l'AIEA et l'OMS de 1959, donc qui est juste après, qui interdit quasiment à l'OMS de publier des rapports sur le nucléaire. Donc je pense que ce rapport de 57-58, c'est l'exception justement qui a justifié le fait que l'AIEA a bloqué la possibilité après à d'autres instances comme l'OMS de continuer à publier des rapports sur le nucléaire. Ouais. D'où le fait que le rapport, il n'y en a pas. Ouais. Mais de fait, c'est vrai que là, dans ce rapport de l'OMS en 58, là, en fait, ça se termine par une tribune des psychologues qui disent en fait le nucléaire ne pourra pas faire sans nous, il faut que les instances nucléaires réalisent qu'il faut qu'on soit pris au sérieux, etc. Et bon, moi, je n'ai pas encore même réussi à retracer historiquement le moment, le début de ce terme radiophobie, qui n'est pas dans ce rapport de 58 et qui est ensuite, alors on dit qu'il est utilisé pour les premières fois, il est répandu pour les premières fois, je crois, après Tchernobyl, il devient très fréquent après Tchernobyl. Et maintenant, la liste des symptômes que j'ai énumérés est stabilisée. Voilà. Et donc vous pouvez trouver cette liste de symptômes stabilisés. La radiophobie est une maladie, est considérée comme une maladie. Mais moi, je pense qu'il y a encore un travail à faire sur à quel moment exactement, par qui, dans quel contexte, ce terme-là émerge. Voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, si je peux me permettre, c'est vrai que je vois que votre travail est très intéressant parce qu'on a... Oui, pardon, je vais juste rebondir sur ça et sur la question justement du travail qui reste à faire. Et peut-être à 3 échelles. Sur la question de la langue, absolument, et pour moi, il y a aussi un enjeu sur la réversification des catégories de la pensée nucléaire. Et c'est quelque chose que John Lanchester a établi, en fait, dans le monde de la finance. C'est-à-dire que Lanchester montre que, en fait, le vocabulaire spécialisé de la finance utilise des catégories du langage ordinaire, mais leur fait dire l'opposé de ce qu'elles veulent dire dans le langage ordinaire. C'est-à-dire, credit means debt, par exemple, bailout means adding something into the mix, et de la même manière, dans le monde nucléaire, on a toute une série de catégories qui, en fait, décrivent des vulnérabilités qui sont racontées comme décrivant des protections. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la pathologisation de celui qui a peur et toute la partie sur la radiophobie. Donc ça, c'est la partie sur la langue. Et je pense que 2 autres strates qui seraient intéressantes à déployer, c'est une strate de sociologie politique internationale. Et s'il y a des sociologues dans la salle, vous connaissez peut-être le travail de Didier Bigot, qui a travaillé sur ce qu'il appelle les guildes transnationales des professionnels de la sécurité. Et donc, Bigot montre que même sur des thèmes aussi proches du cœur de la souveraineté étatique que, par exemple, le contre-terrorisme,
on a en fait des guildes de professionnels qui sont des guildes transnationales avec des gens qui ont des habitudes partagées, qui se reconnaissent, qui partagent des savoirs, qui partagent des postulats. Et en fait, il arrive à montrer que c'est cette communauté épistémique transnationale qui définit de manière assez structurante les politiques anti- et contre-terroristes. Sur la question du nucléaire, l'existence ou pas de la guilde transnationale des professionnels, et est-ce que ces professionnels répètent et remanifestent la barrière civile-militaire, ce travail-là n'a pas été fait. Je pense qu'il faut encore le faire, donc ça c'est des appels à bonne volonté. Et la troisième, la troisième échelle d'analyse un peu importante, c'est tout à l'heure Sophie vous parlait de comment des postulats implicites deviennent prescriptifs. Moi, dans mon domaine, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il y a des imaginaires de l'avenir à long terme qui sont totalement implicites et qui déterminent les choix industriels. C'est-à-dire la chronologie des catastrophes et leurs effets sont déterminants de ce que vous construisez ou de ce que vous vous autorisez à concevoir comme construction possible aujourd'hui. Et donc, ce travail sur les imaginaires implicites de l'avenir, simplement les mettre au jour, les faire apparaître, je pense que ce serait un troisième élément. Donc, j'essaie de souligner 3 pistes. Le travail sur la langue, comme disait Sophie, et la possibilité de la réversification, un travail de sociologie et un travail qui prenne en compte les imaginaires de l'avenir. Oui, donc je voulais juste dire, oui, c'était très intéressant de parler sur ce texte, parce qu'en fait, c'est là où je voulais savoir s'il y a eu une évolution au fur et à mesure des accidents, des incidents nucléaires, l'opinion publique aussi, si cette surconfiance qu'on a eue, que vous avez souligné dans le rapport de 57, s'est transformée en quelque chose de plus nuancé ou pas, ou si le secteur est toujours extrêmement confiant de ces propositions. Juste pour répondre avec une toute petite anecdote, parce que c'est celle qui me vient en tête en vous entendant, c'est je travaille aussi, j'ai commencé un travail d'enquête dans la Hague aussi, qui est un autre territoire très nucléarisé, et je suis allée à une des réunions d'une commission locale d'information, donc qui se réunit plusieurs fois par an, ouverte au public. Et donc chaque infrastructure nucléaire a sa CLI, sa commission locale d'information. Et là, il s'agissait ce jour-là de la commission locale d'information de l'Andra, donc du site de stockage des déchets radioactifs dans le Cotentin. Et le monsieur qui nous parlait, donc représentant de l'Andra, on est dans un moment important qui est que ce site de stockage des déchets est plein. Et on est pile au moment où ce qui s'organise, c'est l'intendance de ce site-là à long terme. Voilà. Donc les employés commencent à partir. Voilà. Et vraiment pareil, là sans sourcil, le monsieur qui était sur sa tribune nous a dit « Ne vous inquiétez pas, on sera encore là dans 500 ans ». J'ai trouvé ça, c'est-à-dire que ce petit, ça fait rire, mais ce petit énoncé-là, c'est-à-dire la capacité vraiment sans faiblir, de pouvoir dire, d'inscrire dans un présent auquel il appartient, en tant que représentant de l'institution. On sera encore là dans 500 ans. Moi, m'a paru une preuve de cette culture de la confiance. Voilà. Mais évidemment qu'il y a des défaillances, enfin des vulnérabilités, comme dit Benoît, à plein d'échelons. Moi, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que l'arrêt en France de Superphénix, réacteur qui fonctionnait au plutonium et au sodium radioactif, a fait évoluer la pensée de l'impensable et de l'improbable? Est-ce qu'il y a des études là-dessus qui ont contribué quand même à remettre en cause une industrie qui est potentiellement aussi dangereuse et qui a conduit à l'arrêt d'un réacteur? Est-ce que l'arrêt de Superphénix en France, qui fonctionnait avec des matières extrêmement dangereuses, notamment du plutonium et du sodium radioactif qui pouvaient prendre feu,
au contact de l'eau ou de l'air, bon, enfin, a amené un questionnement sur cette notion d'impensable et d'improbable. Là, quand même, il y a eu certainement des études qui ont pu démontrer qu'un accident majeur pouvait être envisagé. Alors, oui, enfin, sur Super Phénix en détail, encore une fois, il faudrait regarder la thèse de Karina Kallenbach. Mais pour moi, le propos, c'est vraiment de regarder comment la régulation va normaliser l'accident. Et va dire, oui, un accident devient possible, parce que c'est pour ça que tout à l'heure, avec Sophie, on parlait de la performativité de la langue. Vous avez des entités qui peuvent dire, oui, l'accident est possible, mais en même temps, on va vous expliquer qu'on a des protocoles pour le prévenir, pour s'y préparer, et donc, c'est pas le moment où on dit l'accident devient possible que ça veut dire qu'on va le craindre et qu'on va en déduire des mesures de démantèlement ou de modification du mix énergétique. On va simplement modifier le discours de la prévention, le discours de l'évaluation des risques, et on va insister sur les réacteurs, ce qu'on appelle maintenant, vous avez un élément de langage qui est frappant, qui est les réacteurs intrinsèquement sûrs. C'est-à-dire maintenant, pour la nouvelle génération de réacteurs, on a créé ce label réacteur intrinsèquement sûr. Ben, ce qui est exactement, vous voyez, la faute méthodologique que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire prendre les intentions pour des effets. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun doute sur le fait que les ingénieurs qui les conçoivent veulent qu'ils soient intrinsèquement sûrs et qui font de leur mieux pour que ça soit le cas, hein, et qui sont probablement très très compétents. Mais la sociologie des connaissances de John Downer, par exemple, et ce qu'il appelle les accidents épistémiques, montre que la structure des savoirs ingénieurs est telle qu'il y a des hypothèses que l'on considère plausibles a priori et que dont des défaillances nous montrent a posteriori qu'elles ne l'étaient pas, mais on ne peut pas le savoir en amont. Simplement, les ingénieurs qui tiennent ces discours-là ne sont jamais suffisamment réflexifs sur les limites de validité de leur discours du contrôle. C'est-à-dire, ils apprennent toujours des accidents passés qu'ils peuvent trouver les solutions. Ils n'apprennent jamais la leçon fondamentale qui est que la structure épistémologique du savoir ingénieur inclut la possibilité de sa propre défaillance. Dans le même ordre d'idées, moi, il y a quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler dans les années à venir, qui porte sur le... C'est ce que tu viens de dire, Benoît, c'est ce qu'on appelle les retours d'expérience. Ça aussi, c'est une trouvaille absolument géniale, qui n'est pas seulement que dans le champ du nucléaire. Moi, j'aimerais bien savoir à quel endroit elle naît aussi, à quel endroit naît ce concept-là, qui est utilisé, mais alors à foison dans toutes les réunions là, que j'ai évoquées. C'est-à-dire, effectivement, la grande confiance dans le fait que les erreurs ne seront pas toutes évitables, mais par contre, une leçon pourra être tirée de chacune des erreurs. Et on va pouvoir revenir dans le retour d'expérience, et revenir dans l'expérience, apprendre de ça, donc on peut capitaliser un savoir qui n'ira que, en fait, plus il y aura d'accidents, plus on aura du savoir. Et donc tout ira toujours pour le mieux. Mais ce REX, enfin ces REX, là, pour moi, c'est un outil extrêmement puissant de cette pensée-là. On a peut-être le temps pour une dernière question. Ah, j'en vois une ici. Ça tombe bien. Oui, bien vu. Ouais. Si tu t'assois là, ça... Bonjour, vous m'entendez si je me mets là? Il n'y a vraiment que toi qui l'entends, c'est un mystère incroyable. Si je me mets là, vous entendez? Oui, là c'est parfait. Je ne sais pas où vous êtes, mais c'est parfait. Ne bougez surtout pas. Ok. Bon. Donc, moi j'ai une question, mais qui est peut-être pour tous les deux, mais je repartirai de l'expression que vous avez employée, de chercheur indépendant, qui n'est d'ailleurs pas qu'une expression, puisque vous avez pris la peine, et c'était très utile, de définir ce qu'elle recouvrait, en termes de positionnement, de méthodologie, etc., des choses qu'on connaît, mais qui étaient très clairement posées, qui sont plus nécessaires que jamais, c'est sûr, dans ce domaine-là. Mais quand même, nous, à la Técopole, on réfléchit beaucoup justement à cette question de
de positions triangulées ou un peu complexes entre nous en tant que scientifiques, avec une méthodologie, un héritage de dite neutralité. Donc indépendance, c'était pas ce mot de neutralité, justement c'était un mot un peu différent. Et en même temps, votre domaine qui est quand même de mettre à jour des choses qui sont de l'ordre du secret d'État constant, d'un langage performatif pour enfumer constamment la population, d'un embringuement, enfin même d'une mobilisation des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs au profit de quelque chose qui se construit totalement par-dessus les citoyens et en les dépossédant de toute capacité même de compréhension et de maîtrise de savoir qui permettrait des choix ou même simplement qui permettrait un niveau d'information suffisant à la hauteur des enjeux. Enfin, j'arrête là, mais c'est quand même massif. C'est un problème massif. Donc, dans ce cadre-là, au-delà des précautions épistémiques et méthodologiques que vous avez annoncées, évidemment sur les financements, tout ça, comment vous faites pour vous situer en tant que chercheur indépendant quand il s'agit quelque part de déboulonner un ordre qui est aussi un ordre oppresseur ? Alors, mille merci d'abord de vous être positionné à la perfection, mais aussi pour cette question précieuse à laquelle je vais répondre de manière très, très directe. En précisant quand même, pour vous donner raison aussi, un des résultats du livre, c'est vraiment de montrer que ce qui est présenté comme du consensus français sur la politique de dissuasion nucléaire, si on interroge les citoyens sur leurs attitudes vis-à-vis des exigences que la politique de dissuasion nucléaire a vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire déléguer leur autorité au chef de l'État pour l'application de la politique, contribuer au financement de l'arsenal, être cible, eh bien on s'aperçoit que leur attitude première, c'est un sentiment d'impuissance et de dépossession face à ces enjeux-là. Donc ce que vous décriviez, on le retrouve tout à fait dans les résultats de sondage. Maintenant, pour venir à comment est-ce qu'on fait pour combiner à la fois cette indépendance et une pertinence dans le débat. Moi, depuis le début, si vous voulez, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que les arguments auxquels je m'attaque, l'inévitabilité de la prolifération, le discours du contrôle parfait, le discours du consensus, ils produisent l'illusion de l'absence d'alternative. C'est-à-dire, ils produisent pour les citoyens et leurs représentants élus le sentiment qu'on peut continuer à faire la même chose et c'est tout, et qu'en fait c'est justifié par une série de mémoires du passé et d'imaginaire de l'avenir. Moi, mon but, c'est pas de dire il faut faire autre chose, mais c'est de dire le choix est possible, l'inévitabilité est fausse, et la continuation de l'existant ne se justifie pas par les justifications officiellement avancées. En fait, pour accepter la continuation de l'existant, il faut accepter une série de leçons du passé et un imaginaire de l'avenir et des choix de valeurs qui sont très différents de leur justification publique. Donc moi, mon propos, c'est d'arriver à mettre à plat les justifications qui seraient cohérentes avec la continuation de l'existant et aussi d'articuler plusieurs alternatives pour que les citoyens et leurs élus puissent faire leur choix en connaissance de cause. Alors, vous pouvez trouver ça tout à fait naïf et tout à fait insuffisant, je l'entends, mais c'est pour l'instant ce qu'on a essayé de faire. On est, Benoît et moi, dans des situations très, très différentes. En fait, moi, en tout cas dans le travail que j'ai conduit sur la catastrophe de Fukushima, je crois pas j'ai pas senti que je me frottais à des choses qui étaient de l'ordre du secret d'État. Mon problème, là où il a fallu que je me positionne, comme vous dites, très clairement, c'était que en fait le travail de terrain, le grain ethnographique qui me permettait de comprendre et de restituer ce que je voyais sur place, la vie telle qu'elle se réorganisait dans cette ville de Towa,
En fait, je me suis rendu compte que ce grain descriptif-là pouvait faire le jeu des instances nucléaires qui travaillent fort à nous convaincre qu'on peut bien vivre avec de la radioactivité à faible dose. Et donc c'était presque l'enjeu inverse, c'était de dire il faut que je fasse tout pour que cette écriture-là, ce que je raconte de ces gens-là, ne puisse jamais servir de retour d'expérience. Puisque des plateformes existent par ailleurs, le programme Ethos, pour ceux d'entre vous qui en ont parlé, c'est-à-dire des programmes vraiment d'apprentissage, et puis d'apprentissage d'un savoir radiologique par les habitants eux-mêmes, qui a d'abord eu lieu à Tchernobyl, et puis ensuite il y a Ethos 2, c'est Fukushima, où on organise des voyages à Tchernobyl pour des gens de Fukushima. Vous voyez l'opération, c'est-à-dire qu'on les projette, on les emmène dans leur futur, on les emmène en Ukraine pour voir comment ils seront dans 30 ans, s'ils font bien tout comme on leur dit de faire. Voilà. Et donc, cette machinerie-là, elle est très bien en place, elle est très puissante. Et donc, du coup, pour moi, c'était de construire une écriture qui soit absolument pas généralisable, qui soit... Je parle de 3 personnes, en fait. Voilà. Et je décris dans ce grain-là, mais du coup, rien ne permet de passer... Enfin, j'ai essayé d'être vigilante au fait que rien ne pouvait permettre de passer à l'échelle au-dessus. Et c'était aussi de faire justice à ce que j'entendais beaucoup sur place. Là, une des leçons, des grands retours d'expérience pour moi, justement, auprès des habitants de Towa, qui eux, ont très souvent souligné le fait que justement Tchernobyl et Fukushima c'était très différent parce que tout y était très différent en fait, parce que le sol est différent, parce que le lien qu'on a aux choses est différent et que donc le travail va pas être si simple, que à chaque catastrophe nucléaire il va falloir recommencer tout depuis le début parce qu'il va falloir que chacun reprenne à charge la description des existants et des liens qui les unissent, etc. Et ça c'est les gens qui le disent, donc de dire on peut pas généraliser, on peut pas aller trop vite, on peut pas donc rendre des histoires, les rendre irréductibles, si vous voulez. Voilà. Mais du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes, en fait, je pense. Pardon, encore un petit mot. Il y a un point, un aspect sur lequel ça se rapproche. Je pense à ça en termes du résultat sur les effets sanitaires des essais nucléaires, où l'idée, c'est justement de produire de la connaissance qui redonne une capacité et une voix à ceux qui n'en avaient pas, ou ceux dont la voix avait été effacée, ou à ceux qui croyaient que de toute façon ce savoir était inaccessible. Juste montrer que cette connaissance, en fait, si on pratique une espèce d'intégrité sourcilleuse et d'interdisciplinarité rigoureuse, on peut faire sortir ces résultats-là, mais aussi qui peuvent être mobilisés par les victimes pour être indemnisés. Ça, c'est aussi une modalité d'impact direct au-delà simplement de l'affirmation du champ des choix possibles. Et ça, je pensais que ça faisait écho à ce que Sophie disait sur produire du discours qui n'est pas récupérable par la communication de l'ordre existant. Celui-là, mais il marche, ça y est. Ouais. C'était juste pour dire qu'on allait s'arrêter là, remercier tout le monde d'être venu. Merci beaucoup à Sophie et à Benoît pour leurs interventions. C'est très vertigineux tout ça. Et ça va être bien d'aller prendre l'air, je crois. Merci beaucoup. Merci à tous.